Alors, pourquoi j'arrive pas à descendre? Ah, si. Ok. Ok. Donc, je vais aller sur mon histoire. En fait, j'ai vécu plusieurs expériences. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai travaillé 10 ans en psychiatrie comme infirmière. Ensuite, j'ai quitté. J'adorais mon boulot. J'adorais mon boulot, mais j'avais beaucoup de mal avec la structure hospitalière et comment les choses étaient faites. Donc, j'ai refait une formation de sophrologue et voilà, j'ai quitté l'hôpital. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté l'hôpital. Voilà. Et j'ai vécu plusieurs expériences que je vais vous partager là. Et la première expérience, elle datait de 2008. C'est probablement l'expérience la plus difficile de ma vie. J'en ai pas parlé pendant 8 ans. Et je pense que ça, c'est vraiment ma réelle souffrance. C'est de ne pas avoir trouvé, alors que je pense que j'en aurais eu besoin. Enfin, je pense pas, j'en suis convaincue. J'aurais aimé trouver euh, un professionnel qui puisse entendre mon discours. Mais je recevais clairement l'information, surtout va pas voir un médecin. Bon, le message était clair. Donc voilà, et ensuite en 2013, j'ai vécu une autre expérience. J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Tout ça, je vais vous raconter rapidement un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai failli mourir, voilà, à ce moment-là. Et, euh, et ensuite, en 2014, j'ai fait ce qu'on appelle des montées de Kundalini. Donc voilà, et tout ça ben, fait que je me pose beaucoup de questions. C'était plein d'expériences que je ne connaissais pas, mais vraiment que je ne connaissais pas. Et donc, de 2008 à 2016, je n'ai pas parlé de ces expériences. Euh, et en 2016, j'ai fait une espèce de coming out spirituel, on va dire ça comme ça, ce que j'avais vécu. Et puis après, ça s'est enchaîné. Hein, voilà. Après, il y a eu le congrès aussi à Paris en 2016. Le congrès était au mois d'octobre. Je suis repartie du congrès avec un numéro de téléphone. 3 mois plus tard, on me donnait un lieu, des entendeurs. Ils attendaient plus que l'ouverture d'un groupe d'entendeurs de voix. Donc, tout m'a été donné sur un plateau. Hein. Donc, c'est pas anodin. Je pense que c'est vraiment pas anodin tout ça. Donc, je vais vous faire la présentation. Voilà, je vais vous parler des expériences et puis après on prendra un temps pour les questions parce que c'est vraiment important qu'il y ait surtout cet échange, voilà, et surtout d'essayer de répondre à vos questions. Donc en fait en 2008, je me retrouve à un enterrement. J'ai voilà, une amie très proche, je parle souvent de ma sœur de cœur parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très proche, qui perd une de ses amies. Un scénario très difficile. Ma sœur de cœur est vraiment pas bien. Et, euh, et je décide voilà, je décide d'aller à la cérémonie d'enterrement, plus pour accompagner mon amie, en sachant que la personne décédée, je la connaissais pratiquement pas, j'avais dû la voir 2 à 3 fois dans ma vie. Et j'arrive sur le parvis de l'église, et là, donc il y a déjà beaucoup de monde, et là, je ne sais pas pourquoi, je me sens en insécurité. Je sens que voilà, je ne me sens pas en sécurité. Je ne peux pas trop expliquer autrement. Je rentre dans l'église, il y a déjà plein de monde, je m'installe en attendant mon ami, et, je sens à l'intérieur de moi, je me sens de plus en plus mal en fait, mais j'arrive pas à expliquer ça, quoi. Et plus la cérémonie se déroule, et plus je sens de la tristesse, vraiment de la tristesse. Alors bien sûr, j'ai mon mental qui analyse hein, et qui dit, oh, c'est parce que tu es aussi maman et que tu as aussi des enfants à peu près du même âge, ça doit être un transfert, quelque chose comme ça. Mais je vois bien que ça me calme pas du tout, donc j'essaye tous les petits outils que j'ai à l'époque. Voilà, je vais me mettre dans ma bulle, je vais faire de l'EFT pour gérer les émotions. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Et je sens de plus en plus voilà, cette tristesse qui monte. Et à l'époque, je me posais aussi pas mal de questions sur la survivance de l'âme.
Il faut savoir que j'ai une maman qui a fait beaucoup d'accompagnement en fin de vie. Et on a parlé de la mort, de la vie et de la mort à la maison, comme on parlait de la pluie et du beau temps. Donc, et là, je sens la présence, je sens une présence, je sens cette présence qui bouge dans l'église. Je la vois se déplacer au-dessus du cercueil, je la vois se déplacer autour de son mari, autour de ses enfants. Et en même temps, j'observe mon mental qui analyse, qui dit, mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, et pourquoi je suis pas bien? Enfin, ça se mélange un peu tout. La cérémonie se termine. Je reste un petit moment avec mon ami je décide de partir. Et du moment où je me retrouve seule, je ferme la porte de ma voiture et là, j'explose littéralement. Mais vraiment, j'explose. J'ai vraiment cette impression d'exploser de l'intérieur. Je fonds en larmes, je pleure. Donc, ça n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. J'avais 1 heure et demie de trajet pour rentrer chez moi. Alors, je roule, mais je comprends rien. Et puis je me dis, je peux pas rentrer comme ça chez moi. Mes enfants sont petits à l'époque et je me dis, non, mais il faut que je m'arrête. À côté de chez moi, pas très loin, il y a une espèce de grotte, en fait, qui est un lieu qui est un lieu de pèlerinage, en fait. C'est dédié à la Vierge Marie. Donc je me dis, je vais m'arrêter là, ça va me calmer. Et je rentre dans cette grotte et effectivement, ça m'apaise, mais voilà, je comprends pas trop. Et je rentre à la maison, je reste brièvement avec ma petite famille, je vais me coucher. Du moment où je suis seule, en fait, je pleure. C'est bien simple. Donc le lendemain, je me réveille, j'ouvre les yeux, je m'endors d'épuisement, je me réveille le lendemain, j'ouvre les yeux et ça pleure et ça pleure. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je ne comprends pas l'état dans lequel je suis. Alors, à l'époque, je vais vous faire aussi le témoignage avec comment je voyais les choses à l'époque, hein. Donc, à l'époque, en fait, je disais, j'ai suivi mon intuition. Donc, à l'époque, la première chose qui m'est venue, c'est il faut que je retourne dans cette grotte-là. Donc, je prépare mes enfants, je vois bien que je suis hyper agitée. Enfin, je tenais pas en place, j'étais complètement dispersée. Ouais, voilà, je suis allée chercher mes enfants, je les ai emmenés à l'école, j'ai pu m'en occuper, je suis retournée dans cette grotte. Et là, en fait, je suis toute seule et je commence à parler à haute voix parce que j'ai besoin d'aide, en fait. C'est pas du tout réfléchi, je me suis laissée porter par ce qui venait. Et là, en fait, je dis, mais pourquoi on meurt à cet âge-là? Pourquoi cette personne est morte à cet âge-là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de péter les plombs, je comprends rien, quoi. Et à ce moment-là, mon regard croise le regard de la statue de la Vierge Marie et j'entends clairement, enfin, je reçois cette information. Tout le monde ne pète pas les plombs, ça va aller. Alors, si c'était censé me rassurer, ça m'a pas rassuré du tout. Bon, moi, je peux faire mon diagnostic, hein, je, je me disais, je suis en plein délire mystique et j'ai des hallucinations, donc c'est juste pas possible, quoi. Je vais quand même pas écouter ça. Puis pour finir, en fait, je perçois que ça insiste à me faire comprendre que si je vais dans une église, ça me fera énormément de bien. Donc pour finir, je me dis, bon, je vais aller voir, je vais tester, je risque rien, hein. Parallèlement à ça, je voyais bien que je fonctionnais parce que même si je travaillais pas beaucoup à l'époque, je faisais mes cours de sophrologie, donc de relaxation, je pouvais m'occuper de mes enfants, je voyais bien qu'à côté, ça fonctionnait. Donc ça n'allait pas du tout avec ce que j'avais pu. Alors je laisse venir tout ce qui vient dans le moment jusqu'à ce qu'il y ait des visiteurs qui viennent, qui rentrent dans cette grotte. Et là, je me dis, non, bah, je ne peux pas rester là, donc je vais un peu plus loin et j'entends encore, je reçois encore cette information. Ça va aller, t'inquiète pas. Mais bon, pour moi, c'est insupportable. C'est comme si à chaque fois que ces deux premières sont vraiment des décharges. Et j'ai tout le corps qui se met à trembler. Ça me fait très, très peur, mais vraiment très, très peur. Et je rentre chez moi. Les jours qui vont suivre, en fait, je vais entendre. Bah, c'est bien simple. Tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais est clairement commenté. Mais
Mais en fait, ça ne m'inquiète absolument pas. C'est comme si c'était du connu. Et ce qui m'inquiète réellement, c'est l'agitation psychomotrice dans laquelle je suis. Je ne tiens pas en place. J'ai toujours ces émotions qui sont là. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état-là et ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète plus que finalement. En fait, j'ai même pas sur le moment, c'est là que ça devient intéressant, c'est que sur le moment, je n'ai pas relié ça à un phénomène de voix. Je n'ai pas relié le fait d'entendre, sur le moment, pas. Et puis, quelques jours après, en fait, alors, à l'époque, je disais, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin toujours les bonnes personnes qui m'ont emmené au bon endroit. Maintenant, je ne le dirais plus du tout de la même manière, mais voilà, c'était une impression d'avoir des synchronicités. À l'époque, je me disais, waouh, à l'époque, j'étais suivie par une thérapeute qui faisait parce que j'étais fatiguée, mes enfants étaient petits, et puis voilà, donc je lui explique ce que j'ai vécu et elle me dit, mais non, mais tu es juste en train de t'ouvrir à d'autres réalités. Alors là, elle me parle de choses que je connais absolument pas. Mais en même temps, ça me fait beaucoup de bien d'avoir une explication autre. Parce que pour moi, à l'époque, ben, j'étais vraiment dans le brouillard, quoi. Et alors, ces voix, en fait, ces informations que je recevais à l'époque, ça a duré à peu près 3-4 semaines. Et puis, alors, il y avait plusieurs styles, hein, je pouvais vraiment les différencier. Et je mettrais un peu de temps pour les différencier, mais voilà, il y avait vraiment une qui était reliée à ma peur de perdre la raison, à mon incompréhension. Il y en a une autre qui était plus reliée, je dirais, à mes souffrances. Voilà. Et puis, il y en avait une qui était cette fameuse voix bienveillante là, qui me disait, va dans une église. Et là, je me disais, non, qui collait pas, quoi, puisque je pouvais fonctionner dans ma journée. Mais il y avait cette agitation qui me perturbait énormément. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir dans une église, quoi. Et je suis allée dans une église, effectivement. L'énergie du lieu m'apaisait énormément. Donc, à plusieurs reprises. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais tester ça, quoi. Et j'ai commencé finalement à écouter sans écouter ces informations que je recevais. Et par la suite, en fait, donc, ce qui m'a perturbée, c'est que, alors, le message que je recevais, c'est la maladie, c'est pas ce que tu as appris. Euh, et ma voix sera ta voix. Et en fait, quand mon mental et mon émotionnel se mettaient en agitation, parce que c'est ça, je voulais comprendre, en fait. Ça n'avait pas de sens et je voulais comprendre. Et du coup, mon mental essayait de comprendre et ma peur prenait le dessus, quoi. Et quand j'étais dans cette agitation-là, hop, à ce moment-là, j'avais ce message, la maladie, c'est pas ce que tu as appris. Mais j'ai traversé tout ça sans prendre aucun traitement psy, sans aucune hospitalisation. Et je pense que si je peux y donner du sens, le sens maintenant, 15 ans après, c'est d'être là devant vous et devant certainement les professionnels de santé à un moment ou à un autre. Donc, voilà un petit peu. Donc, ce que j'ai remarqué par rapport à cette expérience, c'est que, donc ça, c'est un peu pour l'expérience voilà, de 2008. Donc, pendant 8 ans, en fait, je me suis dit, bon, OK, c'est pas ce que j'ai appris, c'est autre chose, je sais pas ce que c'est, je comprends rien à ce que je vis, et je me suis mis un peu dans un mode de Sherlock Holmes, en fait, hein. Je me suis dit, je vais aller chercher, donc je me suis mise sur Internet, j'ai lu des dizaines de bouquins,
pour dire des dizaines, mais vraiment, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, j'ai écouté des conférences, et j'avais besoin de quelque chose de très cartésien. J'avais besoin de quelque chose de scientifique, parce que enfin, j'avais besoin de quelque chose de très terre-à-terre, quoi. Et, euh, et j'ai avancé comme ça, en fait. J'ai avancé gentiment jusqu'à ce que les premiers trucs que j'ai vus, c'était en 2010-2011 avec l'Institut l'INRES à Paris, qui faisait des conférences sur les états de conscience modifiés. Et là, je me suis dit, il y a des choses, il y a quelque chose ça me parle un peu. Et puis après, je suis tombée par hasard, hein, donc je vais vraiment mettre le par hasard, sur un livre qui s'appelle NDE, OBE et autres états de conscience modifiés, qui est de l'Institut suisse des sciences noétiques. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, et ben là, j'ai des explications autres. Donc le fait que ça soit écrit par des scientifiques, ça m'a déjà un peu rassurée. Et là, je me retrouvais donc, c'est dans ce livre-là que j'ai découvert les entendeurs de voix, parce qu'ils en parlent. Donc je me retrouvais dans les phénomènes de voix, je me retrouvais dans les montées de Kundalini, et je me retrouvais dans les 2011, 2012. Non, c'était plus tard, c'était plus tard, puisque j'avais déjà fait mes autres expériences. Et voilà, alors j'ai cherché, j'ai cherché, et puis, donc il y avait, cette expérience, elle a ouvert en fait plein de choses, plein de perceptions extrasensorielles que je ne connaissais pas. À l'époque, je recevais quelques clients en sophrologie en individuel, et il suffisait que je touche la personne pour que je reçoive l'information, il y a eu une entorse à la cheville. Sauf que moi, cette information-là, je n'en voulais pas. Et j'ai tout rejeté pendant 8 ans. Et en plus, je recevais, par clairaudience, en fait, je recevais l'information, mais dis-lui ce que tu perçois. Mais je ne pouvais pas dire quelque chose dont je ne savais pas d'où ça venait et que je ne compréhendais. Ouais, il n'y avait aucune compréhension pour moi de tout ça. Donc, en fait, il y a eu plein de perceptions, des choses qui se sont ouvertes petit à petit, mais que j'ai tout rejeté. Sauf qu'on ne peut pas rejeter ce qu'on est. Euh, c'est euh, c'est que il y avait de l'agitation chez moi du moment où je comprenais pas le phénomène et où ça réveillait des émotions. Et en 2013, j'ai fait une autre expérience qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que je me suis fait opérer bêtement, enfin voilà, c'est une opération tout à fait banale où on m'enlevait l'utérus. Et j'ai fait une grave hémorragie après cette opération et j'ai failli mourir. En gros, rapidement, je suis passée 4 fois au bloc opératoire en 9 jours, j'ai été transfusée 2 fois et j'ai réellement failli mourir. Donc je me suis vue au-dessus de mon lit. Donc le lit était très 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 loin. Je voyais un lit d'hôpital avec un corps dedans. Et je me suis retrouvée, j'ai vu à un moment donné un être lumineux. Alors c'était une silhouette avec 2 bras. Et cette silhouette, et à ce moment-là, j'ai su que j'allais pas mourir. Et j'ai vu au-dessus du lit un aigle qui tournait. Et à ce moment-là, à l'époque, je disais, j'ai entendu une pensée. Et ça m'a semblé très, très étrange, en fait, de pouvoir penser. C'était très, très bizarre parce que le fait d'entendre une pensée était très étrange. Et c'était une seule et unique pensée. Et cette pensée, elle disait, donc c'est une information, en fait, que j'ai reçue, hein. Il faudra que je demande à mon amie, j'ai une amie qui fait du chamanisme, quel est son animal de pouvoir. Et là, l'expérience se termine. Moi, je suis passée la 4e fois au bloc opératoire. Je suis dans un état physiquement lamentable, hein. Je me réveille, je décroche. C'est ma fameuse amie qui fait du chamanisme et qui me dit, elle me dit, j'ai reçu la plus belle déclaration d'amour de ma vie. En fait, mon mari, qui ne la connaissait pas, mais qui la connaissait que de nom, la veille de ma 4e intervention, l'avait contactée en lui disant
J'y connais rien du tout à la lumière, mais est-ce que vous pouvez me dire comment faire pour aider ma femme? Parce que là, c'est grave et elle a besoin de ça. Et là, elle m'explique qu'elle m'a fait un soin chamanique. Et d'un seul coup, moi, ça fait le lien avec cet aigle que j'ai vu dans mon expérience. Et je lui dis, mais c'est quoi ton animal de pouvoir? Elle me dit, bah, c'est un aigle. Et là, je lui dis, bah, je t'ai vu. Et ce moment-là, il est hyper précieux. C'était quelques minutes, parce que j'étais vraiment très, très épuisée. Mais c'est ces quelques minutes qui étaient vraiment précieuses, parce que moi, je suis revenue de cette expérience avec, où je baignais encore dans cette énergie d'amour. Et je suis restée en décalage pendant facilement 1 mois et demi, 2 mois, avec tout mon entourage. Audrey, son corps, qui a failli mourir, ils avaient eu très très peur. Et moi, quand j'ai essayé de partager de nouveau cette expérience que j'ai vécue, bah de nouveau, j'ai dû me taire, parce que je voyais bien que l'information, elle passait pas. Très, très rapidement, je me suis dit, mais non, en fait, moi, j'avais qu'une envie de leur dire, mais tout va bien, je suis en vie. J'avais juste envie d'envoyer tout l'amour que je recevais, et de l'autre côté, ça passait pas. Donc, je me suis tue de nouveau. Et l'année d'après, en fait, j'ai suivi un stage intensif de formation de méditation par les mantras. Et là, en fait, j'ai vécu ce que les gens appellent des montées de Kundalini. Euh, je suis pas sûre, en fait, enfin, j'ai encore des... Je suis pas sûre d'avoir tout compris avec ça. Pour moi, je suis pas sûre que ce qu'on appelle montée de Kundalini soit des montées de Kundalini. Plutôt quelque chose qui vient guérir. Moi, en tout cas, ces expériences, quelles qu'elles soient, les trois en tout cas. Donc j'en ai fait plusieurs l'année plusieurs montées de Kundalini où vraiment c'était des nettoyages pour moi, hein. Alors ça, c'est pour les expériences en elles-mêmes. Ces expériences, à chaque fois, elles ont ouvert ma conscience à plein de phénomènes. Je suis devenue très, très sensible. C'est-à-dire que je recevais des informations de partout. Et il est arrivé un moment où je me suis vraiment sentie sur un fil et je me suis dit, mais j'ai vraiment besoin quand même qu'on m'explique. J'avais toujours ce mental qui voulait comprendre. Donc, si on met en parallèle, je vous mets juste ça, en parallèle la souffrance et l'agitation dans ces 15 ans, hein, dans ces 15 années. L'agitation est très liée à la souffrance. Hein, et c'est vraiment, c'est lié voilà, aux voix, aux peurs, à l'incompréhension, à l'isolement. Toutes ces années où j'ai été en souffrance, c'est quand j'ai reçu des informations que je ne comprenais pas parce que je ne savais pas d'où ça venait et que j'avais jamais entendu parler de ça, que je n'ai pas eu de personne à qui exprimer ça. En tout cas, euh, j'ai pas su vers qui me tourner. Voilà. Après, par rapport aux montées de Kundalini, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, l'enseignant qui m'a fait ma formation m'a donné des explications qui m'allaient très très bien. En 2016, donc là, le 2016, c'est quand je vais en Suisse, à Genève, et que je fais cette sorte de coming out. Donc, ils font la même chose qu'au rêve, hein. Ils font des groupes de parole. Et dans les groupes de parole, en fait, les gens parlent de leurs expériences. Et moi, le fait de témoigner et d'avoir des gens qui me comprennent et me dire « Ah, mais je ne suis pas toute seule, en fait. » Donc, vous avez peut-être tous connu ça avec le rêve, hein, mais ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et là, en fait, la compréhension, en fait, donc là, en fait, j'ai eu des explications. Quand j'y suis allée, je suis allée voir le thérapeute de l'Institut suisse où ils font de la recherche. Quand j'y suis allée à 99%, je savais que ce n'était pas une psychose, mais il restait ce 1% qui était en doute. Et je me souviens très bien quand il a commencé à me dire alors, tes voix, elles viennent de l'intérieur ou elles viennent de l'extérieur? Je travaille en tant qu'infirmière en psy, hein. Et puis je me suis dit, bah zut, hein, je suis là pour ça, donc je dis. Non, ça vient clairement de l'extérieur, quoi. J'ai aussi à l'intérieur, mais j'ai aussi à l'extérieur. Et, et par la suite, donc en fait, là, j'ai rencontré pas mal de personnes, donc pas mal de professionnels de santé aussi, qui vivent ce genre de phénomène et qui n'en parlent pas.
peu, parce qu'il y a une réelle omerta, et c'est vraiment très, très fermé dans le monde hospitalier. De là a découlé énormément de choses, en fait. De cette rencontre a découlé énormément de choses. Moi, j'avais toujours, même si ça avait été validé, j'avais toujours mon mental qui voulait comprendre. Donc, j'ai eu besoin vraiment de preuves scientifiques. Donc, je me suis retrouvée, en fait, à servir de cobaye dans des études. Dans des études scientifiques. Enfin, déjà, j'ai fait une étude par rapport à mon expérience de mort imminente pour savoir, pour évaluer ma peur de la mort maintenant. Et ensuite, j'ai été amenée à témoigner à l'université de psychologie de Fribourg. Donc, le professeur en psychologie, là, alors elle m'a fait un cadeau inestimable. Quand j'y suis allée, je me vois encore partir à l'époque, être dans ma voiture sur la route, et à l'époque, je me disais, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais il faut que j'y aille. Il y avait quelque chose à l'intérieur, quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Maintenant, je sais ce que c'est, et on va y arriver. Et je me suis retrouvée devant ces futurs psychologues, et elle m'a présenté comme ça en disant, vous êtes de futurs psychologues. Donc, je terminais leur cours, leur cursus sur la schizophrénie. Ils avaient eu tout leur cours sur la schizophrénie, et moi, je terminais leur cours par mon témoignage. Et elle m'a présenté comme ça en disant, vous êtes de futurs psychologues, le jour où vous avez quelqu'un qui vient dans votre cabinet et qui vous dit qu'il entend des voix, n'oubliez jamais le témoignage que vous allez entendre là. Et là, ce jour-là, en fait, pour moi, d'un seul coup, ça a fait sens. Parce que je me suis dit, si mon témoignage peut aider à ouvrir les consciences des professionnels de santé, enfin, ça a du sens. Si j'ai souffert tout ça pour en arriver là, ma foi, c'est que ça devait être comme ça. Et ça m'a amené dans beaucoup plus loin que ça, mais vraiment beaucoup plus loin que ça. Parce que j'ai découvert le rêve. 17, voilà, donc on a monté très rapidement, on a monté après le congrès à Paris en 2016, on a monté avec Vincent et Muriel le groupe sur Besançon, qui fonctionne toujours, que j'ai facilité pendant 2 ans et demi. Et là, ça a été un super cadeau, mais vraiment un super cadeau. Alors ça m'a, si on repart dans les trucs, agitation, les groupes rêves, ça m'a encore agité, parce que ce que j'entendais, alors ce qui était juste magnifique, c'est que j'étais plus professionnelle, mais j'étais Audrey qui entendait des voix et qui vivait bien avec. Donc j'amenais un témoignage en disant, coucou, moi, j'ai eu un peu la même chose que vous, mais j'ai jamais pris aucun traitement, je suis jamais passée par la psy, et je me pose beaucoup de questions. Voilà. Et là, j'ai eu aussi le revers de la médaille, je veux dire ça comme ça. Là, il y a un exemple qui me vient, qui m'a traumatisée. C'est le premier groupe qu'on a fait. Je crois que c'est le tout premier groupe qu'on a fait avec Vincent. Il y avait une jeune personne qui était là, je pense 20 ans, une jeune fille de 20 ans, et qui s'exprime et qui dit, mais moi, je venais de me faire violer. Je suis arrivée en psychiatrie. On m'a sauté dessus. On m'a enfermée en chambre d'isolement. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain, l'infirmière est arrivée et m'a dit, si vous arrêtez de pleurer, on vous sort de là. Et là, moi, je me suis écroulée sur ma chaise, mais vraiment écroulée sur ma chaise en me disant, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'infirmière en étant inconsciente? Alors, j'ai fait ce qu'on m'a appris, même s'il y avait quand même le côté humain, sinon je pense que je ne serais pas là devant vous, mais j'ai quand même fait ce qu'on m'a appris. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Et j'ai énormément appris, énormément. Et vraiment, et je sens quand je vous dis ça, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout. Je disais merci à tous les rêveurs que j'ai rencontrés, mais ça a été. Et ça m'a mis dans des situations. Parce que pour le groupe de Besançon, voilà, il fallait le faire connaître. Donc en fait, quand on a monté le groupe, je me suis dit, on va mettre un article dans la presse. Donc, moi, comme j'ai tendance à faire, et je réfléchis après, je me suis retrouvée dans le journal local, alors que ma famille n'avait jamais entendu parler de toutes mes expériences. Donc, j'ai juste quand même ma belle-mère qui m'a dit, tu aurais dû quand même pas mettre notre nom de famille là derrière. Voilà, mais voilà. Et dans plein de circonstances, en fait, je me suis retrouvée devant des professionnels de santé parce qu'il fallait
faire connaître le groupe. Et comme je connaissais une porte, bah, je suis passée par la porte que je connaissais, c'est-à-dire la porte des soignants, à faire toc-toc, coucou, voilà. Il y a le groupe d'entendeurs de voix. Et j'ai eu des belles expériences comme ça, très difficiles aussi, mais belles. Je vous en donne une. Réunion du congrès de psychiatrie citoyenne. Euh, donc c'est encore, voilà, c'est encore c'est une association un peu comme le reste. Et on présente le groupe avec Aurélien ou Delphin, je ne sais plus qui c'était à l'époque. Et là, je témoigne et je donne un exemple. Je dis, bah voilà, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais en train de méditer et j'entends clairement. Donc à l'époque, je disais encore j'entends. J'entends clairement. Donc c'était vraiment, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je méditais tranquillement et je reçois clairement l'information. Contacte le magazine Nexus pour les entendeurs de voix. Là-dessus, je réponds, non, mais c'est un magazine scientifique, ils vont jamais m'écouter, quoi. Et là, ça me dit, si, Sylvie Détuelaz et Claude-Charles Fourier de l'Institut suisse des sciences noétiques vont appuyer. Ça m'a tellement bluffé d'avoir une information aussi précise que je me suis levée. Je suis allée envoyer un mail à Sylvie en lui disant, ben voilà ce qui m'arrive. Et elle me dit, carte blanche, on a déjà écrit dans ce magazine, vas-y. J'appelle le rédacteur en chef de ce magazine et là, il me dit, on parle pendant 45 minutes et j'étais en train de lui dire, je ne peux pas dire que la schizophrénie n'existe pas, je n'ai pas les moyens pour. Mais depuis que je facilite le groupe des entendeurs de voix, je me pose beaucoup, beaucoup de questions. Et à ce moment-là, il me dit, ça me met beaucoup dans l'émotion, ce que vous êtes en train de me dire. Donc, il m'avait dit oui pour un article, en fait, hein, à la base. Et d'un seul coup, il me dit, ah, je me souviens, quand j'étais jeune apprenti journaliste, j'avais une amie qui était schizophrène, qui s'est suicidée. Et je me suis toujours demandé si elle était réellement malade ou pas. Et du coup, d'un article, on est passé à un dossier de 16 pages. Le journaliste, à l'époque, qui m'a interviewé, m'a demandé, il y en a qui disent, qui canalisent l'archange Michael. Il y en a qui vont dire qu'ils sont capables de communiquer avec les êtres décédés. Il y en a voilà, et il y en a enfin, ces voix, est-ce que c'est les mêmes voix pour les personnes qui ont une pathologie? Et à l'époque, j'ai pas pu lui répondre. Je lui ai dit, alors là, c'est une très bonne question. Et je suis retournée méditer parce que ça m'a perturbée. Lui dire, c'est, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je ne sais pas. Par contre, qui m'a mis en lien dans ma méditation pour que je contacte le rédacteur en chef du magazine, pour qu'il vous appelle vous, pour qu'on change le monde, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Mais en tout cas, il y a une réalité. Ça passe dans la matière et ça se concrétise. Et j'explique ça donc à ce fameux congrès de psychiatrie citoyenne. Et là, j'ai clairement, et je sens clairement, il y a un psychologue qui se lève et qui dit non, mais c'est complètement délirant, mais on ne peut pas croire ça. Et là, alléluia, la doctoresse qui organisait ce forum sort le magazine de son cartable. Elle dit, vous voulez lire l'article? Si vous voulez, je vous le donne. Et en fait, tout le parcours a été jonché de choses comme ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans toutes les ouvertures qui se sont faites, à chaque fois, ça s'est ouvert de plus en plus et à chaque fois, ces perceptions extrasensorielles se sont développées. Moi, j'ai essayé de comprendre aussi. Donc, je me suis laissée guider par ce que j'appelais à l'époque mon intuition. La première chose que j'ai fait, c'est, j'habite à la frontière de la Suisse. En Suisse, c'est très développé les cours de médiumnité. Donc, en fait, je suis allée dans ces cours pendant plusieurs années pour essayer de comprendre ce que je vivais. Voilà. Et oui, je pouvais me retrouver là-dedans, mais ça ne me parlait pas totalement, quoi. Mais bon, ça a permis de développer encore plus, mais ça, c'est pas ce que je cherchais du tout. Ensuite, ça, en fait, il y a eu les événements que j'ai vécus, et après, il y a eu pendant plusieurs années ce que je vais appeler les phases d'intégration, hein, c'est comment ça m'a permis d'avancer sur le parcours et de comprendre et de finalement décortiquer ce phénomène d'entendre de voix
et d'y donner un invité qui m'ont donné une certaine compréhension. Il y a eu la rencontre avec l'Institut suisse. Il y a eu un moment c'est vrai qu'en 2016 à Paris, le témoignage de Muriel m'a profondément bouleversée, mais vraiment. Je pense qu'à l'époque, on était 50 dans la salle, je pense qu'on était 50 à pleurer. Et moi, il m'a bouleversée. Et je me suis vraiment, c'est venu vraiment appuyer à me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans les soins? Est-ce qu'on a réellement compris ce qui se passait? Donc l'étude, voilà, par rapport aux EMI, les groupes d'entraide. Ensuite, j'ai, avec deux autres amis, parce que effectivement, dans mon parcours, ce que j'avais découvert à Paris, c'est que bah, l'étude de Marius Rom, je pouvais me dire, bah, ok, moi aussi j'ai vécu une agression sexuelle quand j'avais 18 ans, donc je pouvais me retrouver dans cette étude où on disait que finalement, il y a des entendeurs, il y a beaucoup avaient vécu des agressions dans l'enfance. Donc oui. Parallèlement à ça, donc on a monté sur le même principe que le rêve, voilà, des groupes d'entraide autour des violences sexuelles et créé une association. Voilà, tout ça, c'est ce que je vous ai dit. Et par la suite, en fait, je suis allée interviewer des professionnels de santé, des spécialistes en fait des états de conscience modifiés, toujours pour comprendre. Hein. C'était juste ça à la base. Et en fait, qu'est-ce qui m'a rapporté la sécurité et qui m'a permis d'intégrer? Une des choses les plus importantes qui m'a permis, la première, dans la phase d'agitation dont j'étais en 2008 quand ça m'est arrivé, j'ai pas le choix, il faut que j'en parle à mon mari. Quand j'ai eu tout ce bouleversement là en 2008, cette ouverture. Alors ce que j'ai vécu en 2008, les spécialistes des états de conscience modifiés vont appeler ça une émergence spirituelle, c'est-à-dire une ouverture spirituelle spontanée. C'est une étiquette. Elle est aussi valable que l'étiquette de schizophrène pour moi. C'est juste une étiquette. Voilà. À ce moment-là, en fait, bon, j'ai un mari en fait qui est ingénieur, donc très cartésien. À l'époque, il était encore très très cartésien. Et ce qui m'a touchée, en fait, c'est quand je lui ai dit j'ai besoin de toi, je suis en train de vivre quelque chose que je ne comprends pas, je suis perdue. Et là, j'ai vu, en fait, donc je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'église, je lui ai raconté ce que j'avais vécu après. Sur le moment, je pense que j'ai pas tout dit, hein. Mais voilà. Et en fait, il a été touché. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a juste pris la main. Il m'a dit, je suis là. Il n'a jamais remis en doute à aucun moment. Il a juste accueilli mon expérience comme elle était. Je suis convaincue, mais convaincue, c'est une évidence pour moi, hein, que si à ce moment-là, il avait émis le moindre doute sur ma santé mentale, je pense que j'aurais pu partir dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Et après, à chaque fois, donc ça m'a amené de la sécurité. Une reconnaissance dans ce que j'étais en train de vivre. Même si lui ne comprenait pas, en fait, l'information est passée à un autre niveau chez lui aussi. C'est passé pour moi du cœur à cœur. Les cours de médiumnité m'ont permis aussi d'avoir un peu, parce que voilà, je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme ça. Les explications que j'ai eues aussi pendant mes cours de ma formation de mantra sur les montées de Kundalini, ce qui m'a apporté énormément de sécurité et de reconnaissance, c'est vraiment l'Institut suisse des sciences noétiques, hein, parce que voilà, euh, j'ai eu une explication. Et en plus, le fait que ça soit validé par des scientifiques, c'est clair que ça a quand même bien apporté de la sécurité. Bref, bon, il y a eu tout ce que je vous ai dit là, qui m'a permis d'intégrer tout ça. Maintenant, je vais parler un peu d'autre chose, c'est comment finalement tout ça a changé ma vie, a changé mes croyances, a changé euh, ma manière d'appréhender la vie, la mort, tout en fait. Hein. Suite à ces expériences, en fait, j'ai eu des moments en fait où je me suis retrouvée vraiment dans des états. Après mon expérience de mort imminente, par exemple, j'ai baigné dans cet amour. Vraiment, j'étais emplie de cette énergie-là. Euh, et vraiment, tout ça, en fait, m'a permis
d'appréhender les aléas de la vie, parce qu'il y en a toujours des aléas dans nos vies, et d'appréhender et de comprendre finalement, et de mettre ma propre compréhension à moi, qui va, ce que je suis en train de vous expliquer là, et de comprendre en fait que j'avais une part matière, donc Audrey, avec son histoire, avec ses conditionnements, avec sa formation d'infirmière, avec ses expériences, et puis qu'il y avait ma part lumière, que j'ai clairement vue, parce que pour moi, quand j'ai fait mon expérience de mort imminente, l'être lumineux que j'ai vu était clairement une partie de moi. Et qu'il y avait ces deux parts, et que quand j'étais dans la souffrance, c'est que ma part matière cherchait à comprendre. Et que ma part lumière n'avait pas sa place. Et quand ça a réussi à se mettre en équilibre, et j'ai vraiment l'impression maintenant d'être dans cet équilibre, c'est-à-dire, on va dire comme ça, hein, aligné entre les deux. Et si je mets maintenant tout ça, en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que si je mets devant vous toutes ces courbes ensemble, hein, eh bien, tant que on voit vraiment que l'agitation et la souffrance, elles sont très, très, très rapprochées, on voit que pendant la phase où j'étais dans la recherche, l'incompréhension de ce que je vivais, et ben, clairement, il y a de l'agitation. Voilà. Et du moment où il y a une reconnaissance, du moment où il y a une compréhension, l'agitation, elle baisse, la souffrance, elle baisse. Alors, c'est un peu faux de mettre comme ça, parce qu'on a toujours plus ou moins des aléas, hein, et on va toujours quand même avoir des émotions et des choses comme ça. Mais je ne vois plus du tout la vie de la même manière maintenant. Voilà, ça, c'est... Maintenant, on va décortiquer ça, on s'en fout un peu. Je vais venir directement sur cette compréhension. Alors, dans mon parcours, en fait, j'ai développé en fait, un mode de communication avec ma partie lumineuse, qui pour moi fait un intermédiaire entre ma partie matière, Audrey, et cette partie lumineuse, elle m'a clairement fait le PowerPoint, fait faire le PowerPoint que je suis en train de vous montrer. Je suis incapable de faire ça toute seule, hein, c'est pas du tout mon truc à la base. Et elle m'a donné une explication à ce phénomène de voix. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc en fait, et c'est pour ça que je vous disais au début, je parlais d'entente de voix, et maintenant je parle d'information. En fait, clairement, quand on entend, c'est un peu le terme qu'on utilise. Est-ce qu'il est le bon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je me questionne. Parce que c'est le terme qu'on va utiliser, parce que c'est de l'information qu'on reçoit et qui intervient, qui va venir se glisser entre nos pensées. Dans mon parcours, j'ai clairement vu qu'au départ, comme j'étais agitée, c'était pendant soit mon sommeil, soit mes phases de méditation, soit au réveil, donc c'est-à-dire quand ma partie matière était tranquille, que l'information passait. Petit à petit, je me suis rendu compte que bon, j'ai aussi beaucoup de pratiques ça fait 20 ans en fait que je suis formée à la sophrologie, à la méditation, hein, donc il y a une pratique qui est là. Donc mon mental aussi s'est pas mal apaisé. Et je me suis rendu compte que je recevais de l'information entre deux pensées, que ça se glissait entre deux. Et que pour recevoir en fait de l'information, eh ben, il faut un récepteur donc, et un émetteur. Donc clairement, je reçois de l'information de cette partie-là. Et il y a aussi, on peut aussi avoir envoyé de l'information, par exemple, par exemple une prière, on va faire une demande où on va envoyer de l'information et on va recevoir cette information. On peut être dans les deux modes, hein, et très souvent, ça commence dans ce mode-là, c'est-à-dire je suis récepteur et je reçois de l'information. Et cette information, elle arrive au niveau de nos pensées.
il y a beaucoup de pensées qui sont générées par nous-mêmes. Et entre ces pensées-là, il y a des informations qui viennent se glisser. Et ça, c'est pas moi qui... Je suis pas la seule à dire ça. Hein. Je suis vraiment pas la seule à dire ça. Ceux qu'on en a déjà parlé, il y a Socrate, le philosophe, hein, qui lui avait un daimon, hein, donc un esprit qui était situé entre le divin et l'humain, et qui l'inspirait. Et le pauvre Socrate, c'est pour ça qu'il a été condamné à mort, à boire à l'époque la ciguë, hein, voilà, le poison, parce que justement, il était en communication avec quelque chose que la grande majorité des gens ne voyaient pas. Mais il y a aussi Tesla, le scientifique. Tesla, il dit, mon cerveau est juste un récepteur. Donc lui, il parle aussi de récepteur. Il existe dans l'univers un cœur duquel nous obtenons connaissance, force et inspiration. Je n'ai pas pénétré les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. Et il y a aussi, je vous mets parce que dans toutes mes recherches, voilà, dans tout ce que j'ai lu un livre qui était juste formidable. C'était un livre écrit par un psychiatre, donc au début du siècle, qui s'appelle 30 ans avec les morts. Magali, tu connais peut-être ça. Et, Je découvre. alors, si tu connais pas Magali, je te conseille ce livre. Mais je vous le conseille à tous aussi. Ce livre, d'ailleurs, c'est mon psy, moi, qui me l'a conseillé. Hein. En fait, ce psychiatre, au début du siècle, il a soigné beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est un livre de témoignages. Il est très facile à lire. Il avait une femme qui était médium. Bon, malheureusement, à l'époque, on utilisait les électrochocs. C'est peut-être pas le meilleur moyen, on est d'accord. Hein. Donc, à l'époque, en fait, il faisait des électrochocs à ses patients, ce qui permettait aux émetteurs, on va dire ça comme ça, de s'éloigner du corps physique de la personne, et par l'intermédiaire de sa femme médium, il rentrait en contact avec ses émetteurs, et il leur expliquait que clairement, elles importunaient la personne en question, la personne malade. Je mets des guillemets. Hein. Et lui, il dit, dans son livre, il dit, le monde spirituel est un monde, et le monde spirituel et le monde physique interagissent constamment. Le plan spirituel n'est pas vaporeux et inconscient, il est réel et naturel. Et quand il parle des émetteurs, il dit, dépourvus de corps physique à travers lequel ils pourraient satisfaire leurs basses tendances, beaucoup d'êtres désincarnés sont attirés vers la lumière magnétique qui émane des mortels et, consciemment ou non, ils s'attachent à l'aura magnétique de ces derniers. Cette intrusion altère les facultés de la personne envahie, résultant en un changement d'apparence de personnalité. Il peut en résulter une véritable folie, variant en degrés de la simple aberration mentale à tous les types de démence, ainsi qu'à la dépression, l'hystérie, etc., la schizophrénie, les phobies, j'en passe. Voilà. Et ça, c'était au début du cycle. Maintenant, moi, je me pose la question, je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. En psychiatrie, a-t-on réellement compris ce qui se joue dans ce qu'on appelle l'hallucination? Imaginons, moi, je n'ai eu 4 d'émetteurs. Ça m'a déjà bien bousculé. Imaginons maintenant une personne qui, d'un seul coup, se retrouve avec une douzaine d'émetteurs. C'est comme un poste radio. Si vous écoutez une fréquence, bah ça va. Si vous avez 12 émissions de radio en même temps, bah, y a de quoi d'être mal. Pendant que j'ai les 2 ans et demi que j'ai facilité ces groupes d'entendeurs de voix, je me suis posé énormément de questions. Une des questions principales, c'était mais pourquoi? Pourquoi, qu'est-ce qui explique pourquoi je ne suis pas passée par la case psy? J'avais l'impression d'avoir le même vécu que les autres entendeurs, et je me disais, mais ouais, je ne comprenais pas. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher, questionner des scientifiques, des médecins,
Et dans tous ces personnes à qui j'ai partagé mon expérience, il y avait un psychiatre, une connaissance que j'ai. Voilà. Et quand je lui ai raconté mon histoire, j'ai bien vu que ça tiquait. Et à plusieurs reprises, il m'a dit, mais t'es sûre, t'as jamais pris aucun médicament? Ben non. T'es sûre, t'as jamais été hospitalisée? Ben non. Et donc plusieurs fois, hein, et puis je lui dis, mais si j'étais venue te voir en 2008 quand ça m'est arrivé, tu m'aurais mis un diagnostic, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que ça me taraudait aussi comme question. Ah, il me dit, bah, c'est sûr, pour moi, tu as fait une bouffée de délirante aiguë, avec hallucination. OK. Et là, donc là, j'avais la confirmation de surtout ne va pas voir un médecin. Et ensuite, je lui dis, est-ce que tu as déjà entendu parler d'expérience de mort imminente? Donc ça, les professionnels, ils en ont un peu entendu parler parce que par la presse, en fait, hein, voilà, vaguement. Je lui dis, après, est-ce que tu as déjà entendu parler de montée de Kundalini? Il me dit, non, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et là, la discussion était super intéressante. Puis je lui dis, mais tu vois, c'est une histoire de grille de lecture. La différence, c'est que, ben, voilà, en fait, moi, cette grille de lecture me convient mieux, mais c'est une histoire de grille de lecture. Toi, tu connais pas ça, et tant on ne fera pas découvrir ces états de conscience modifiés aux professionnels de santé, je pense qu'il risque d'y avoir en tout cas des personnes qui seront mal accompagnées dans ce qu'elles vivent. Et tout ça pour vous dire que à aucun moment je dénigre l'expérience, qu'elle soit pathologique ou pas, hein, mais je me pose réellement des questions, c'est comment elles sont interprétées quand le phénomène arrive, comment elles sont interprétées par la personne. Pour avoir vécu ça, j'avais besoin de comprendre pour donner une explication. Donc, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand on est ouvert quand on reçoit des informations et qu'on est ouvert à plusieurs récepteurs, euh, on cherche à comprendre. Et c'est ça qui va apaiser. Donc, comme on ne comprend pas, eh ben, on va chercher des explications. Et on va mettre les explications qui nous conviennent. Donc, il y a comment l'expérience est intégrée par la personne qui l'a vue, comment elle est intégrée par son entourage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Heureusement, mon mari n'a jamais remis en question ce que j'ai vécu, et comment elles sont intégrées par les professionnels de santé, et comment elles sont assimilées aussi par la personne. Hein, et tout ce processus, voilà, que j'appelle phénomène d'intégration, c'est comment j'en suis arrivée à accueillir finalement ce que j'étais, voilà, dans mon parcours. Donc, j'ai pas de réponse à tout ça, hein. C'est vraiment des questionnements. Ce que j'ai compris aussi, je vous ai mis un petit peu les trois petits cochons. Cette image des trois petits cochons, c'est pourquoi? Parce que j'ai interviewé un psychologue qui est adorable, qui s'appelle Nicolas Dumont. Nicolas Dumont, il est spécialisé dans les abductions. Les abductions, ce sont les gens qui racontent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Donc là, on est dans des expériences très, très particulières. Et lui, en fait, il est spécialisé là-dedans. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi il y a ce processus qui, chez certaines personnes, va être délirant? Pourquoi moi j'ai échappé à ça? Explique-moi, quoi. J'avais vraiment besoin. Et il me dit, mais c'est très simple. Je vais te prendre l'histoire des trois petits cochons. Il y a certaines personnes, en fait, qui ont des structures psychologiques. Donc ça va dépendre, en fait, de notre histoire, de la famille dans laquelle on est tombé. De comment on va se développer dans notre enfance, dans notre adolescence, etc. Eh bien, donc, c'est cette notion de sécurité, hein, en particulier. Donc, il y a des gens qui vont avoir une maison en paille, d'autres une maison en bois, et d'autres une maison en briques. Si la personne, elle vit ce que tu as vécu avec une maison en paille, c'est très, très compliqué à pouvoir gérer cette situation-là. Si la maison, c'est une maison en bois, ça déstabilise beaucoup, mais on peut trouver un chemin. Et si la maison est en briques,
ça va déstabiliser, mais on aura cette facilité de compréhension et d'avancer avec ça. Et voilà un petit peu, voilà un petit peu le parcours. Je vous montre juste ça parce que, bon, ça c'est pour les professionnels, parce que moi je me mets des deux côtés du coup, hein, je peux largement. Donc ça, c'est état de conscience modifié, donc là, dans ce livre-là, il est accessible à tout le monde, ce livre-là, état de conscience, parce que c'est beaucoup de témoignages. Bon, il y a toute une partie scientifique, mais il est beaucoup fait pour vulgariser. Ça, c'est le fameux livre 30 ans avec les morts. Le dernier, c'est celui-là que je vous montre. En fait, c'est Connexion. Il vient de sortir le mois dernier. Et ça, c'est vraiment surtout ce que je vous raconte là. C'est cette connexion avec l'invisible. Je témoigne dans ce livre de ce que je viens vous dire là. Donc, il est écrit par Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Et en fait, c'est tout ça pour vous dire que ça s'ouvre et que c'est en train de s'ouvrir. C'est pas simple parce que c'est pas facile, parce que euh, euh, il y a quelque chose qui me vient aussi là et que je vous partage, c'est que je me posais la question, je disais oui, mais moi, certaines personnes que je rencontre au rêve, euh, eh ben, vont dire que les voix qu'elles entendent, elles leur donnent des ordres. Et puis quand c'est l'ordre, c'est ouvre la fenêtre et saute, c'est quand même pas la même chose, quoi. Ben oui, mais dans ces fameux émetteurs, qui est l'émetteur? Qui est l'émetteur? Dans ces émetteurs, il y a des émetteurs positifs. Et ça, on le trouve bien dans le rêve, hein. Enfin, moi, cette fameuse voix sympathique que j'ai choisi de suivre, en fait, hein. Même si elle me disait d'aller dans une église et que ça me paraissait complètement délirante, elle m'a toujours emmenée. Je l'ai vue quand j'ai fait mon expérience de mort imminente. Et en fait, elle a toujours été là. Et c'est clair que la différence, c'est, bah oui, quel est l'émetteur derrière? Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra peut-être un jour qu'on se penche. En tout cas, pour moi, ça me semble important voilà, de partager ça aujourd'hui avec vous. Voilà, j'arrête de parler et maintenant, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, je vais enlever ce partage d'écran.